Donc nous allons commencer cette émission et sans Walid, c'est triste, cet avis éclairé du cinéma. Il va nous manquer tout. On n'aura pas d'un bon mot par exemple pour Francis Ford Coppola cette fois, Walid. Si tu m'écoutes, j'espère que tu m'écoutes, ça veut dire que j'aurai réussi à faire marcher tout le bordel. Remets-toi bien. Voilà. Donc nous allons commencer, donc je vais me préparer un petit peu, présenter. Donc c'est Maxime que nous avons déjà eu la semaine dernière. Ouais, voilà, encore présent et encore j'espère au top. Bah ouais. Au top. Écoute. Toujours au top et puis on va commencer un petit peu rapidement cette émission parce que ma foi la présentation c'est rigolo mais on s'emmerde un petit peu au bout d'un moment, donc on va passer tout de suite aux news de la semaine. C'est du lourd, c'est du chargé, c'est parti. Les news cinéma sont dans Cinebdo sur Radio Ray. Donc les news de la semaine, nous allons commencer tout de suite avec on commence, allez. Avec Jonah Hill, c'est ça ? Avec Jonah Hill, c'est ça, c'est parti. Donc Jonah Hill, le petit gros qui est devenu super bien. Bah ouais, parce que... il était super grave. Avant, il était super grave. Attention, référence à la filmographie de ce monsieur. Donc Jonah Hill, on en avait un petit peu parlé, il me semble, notamment à l'occasion de la sortie de 21 Jump Street de la semaine dernière. Je vous envoie au site Radio Rec, radio-recc.fr pour les podcasts si vous voulez nous réécouter. Il y a des podcasts audio, il y a des podcasts vidéo pour ceux qui souhaiteraient se toucher face à nos visages. Voilà, c'est pour vous. Donc Jonah Hill, que on va retrouver, ma foi, dans l'omniprésent, j'ai envie de dire, Django Unchained. Ouais, alors c'est clair qu'en ce moment il y a une grosse campagne marketing autour du film, donc des nouveaux trailers. Donc pour présenter vite fait le film, c'est le prochain film de Quentin Tarantino. C'est un espèce de western spaghetti, donc comme souvent avec Tarantino, ça va être de l'hommage, je pense. Donc il rejoint, si je ne m'abuse, DiCaprio. Voilà, DiCaprio. Et alors j'ai une petite news toute fraîche. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière de Django Unchained, mine de rien. Et c'est que Joseph Gordon-Levitt, donc on avait vu dans Inception notamment, et Sacha Baron Cohen, dont on parlera plus tard dans cette émission à l'occasion de la sortie de The Dictator. Je tease un petit peu pour l'émission. Et ils sont partis, figure-toi. Ils ont quitté le navire Django Unchained. Donc faut être courageux quand même, ma foi. Il y a eu du remplacement, donc c'est peut-être ça qui fait l'arrivée précipitée de Jonah Hill. Précipité ou pas d'ailleurs, je sais pas. Non, alors pas précipité, justement parce que j'ai une autre info, j'ai bien cherché mes enfants. Ouais. En fait, le comédien avait décliné l'offre en novembre dernier parce qu'il avait un emploi du temps trop chargé. D'accord, il était trop short. Il était trop short, voilà, il était un peu trop chargé, il fallait il voulait peut-être perdre un petit peu de poids, non. Et on va arrêter ces blagues, c'est pas très bien. Non, surtout qu'avec, à mon avis, le 21 Jump Street, ça devait être sa grosse sortie, ça l'a été, ça a été un bon carton aux États-Unis. C'est clair, même en France, ça fait son petit bout de chemin, on en reparlera après aussi. Exactement. Et donc, moi, Jonah Hill, j'étais mitigé au départ, logique, on l'avait vu dans des comédies... un peu grassouillette, donc comme super grave. Du teen movie. Voilà. Du teen movie un peu évolué, mais du teen movie quand même. Avec 21 Jump Street, finalement, il revient un petit peu là-dedans. Mais pour moi, le turning point, on va dire, de sa carrière, ça reste Le Stratège, avec Brad Pitt, qui date de l'année dernière. Le fameux film de baseball, là. Voilà, c'est ça. Et donc, Le Stratège, finalement, ça l'a propulsé dans une espèce de rôle un petit peu... comment on pourrait dire, un peu à contre-emploi en fait, c'est-à-dire qu'on attend, il a le rôle d'un clown triste et donc on attend ce qu'il fasse toujours la vanne et finalement il est toujours propre, toujours un petit peu limite dépressif mais sans l'être vraiment, c'est assez étrange et pour moi ça a signé véritablement le retour vers quelque chose de mieux pour Jonah Hill, enfin le retour. Le commencement pour quelque chose de mieux. Ouais, parce que mine de rien, il reste assez jeune en plus. Oui, voilà, il est très très jeune. Et puis bon, on sent qu'il a quand même, à mon avis, même si au départ ça devait pas le déranger plus que ça, mais peut-être voilà, il a changé un petit peu de registre et ma foi, j'attends de le voir un petit peu sur ce Django Unchained. Ça me paraît relativement prometteur.
Voilà, donc il faut rappeler, produit par les frères Weinstein, Django Unchained, si vous débarquez de Mars, c'est le prochain film de Quentin Tarantino. Ouais, c'est ça. Avec petite parenthèse, c'est que Tarantino retrouve Robert, alors attendez, il faut que je retrouve son nom, Robert Richardson, qui est son directeur photo. Directeur photo de renom, puisqu'il a gagné un Oscar pour JFK, un pour Aviator et un pour récemment Hugo Cabret. Aviator et Hugo Cabret, 2 films de Scorsese qui me permettent de faire la transition pour dire que Jonah Hill sera aussi dans le prochain film de Scorsese, justement, The Wolf of Wall Street, donc, qui, comme son nom l'indique, parlera de la bourse. Voilà, avec DiCaprio aussi. Avec DiCaprio aussi, donc les emplois du temps vont être serrés. Et puis pour eux, puis pour nous aussi, parce que ça a l'air bon, quoi. Ça sent bon, tout simplement. Nous, on va pas se plaindre. Exactement. Je pense pas qu'ils se plaignent non plus. Mais... oui. Bah justement, en parlant de se plaindre pour les acteurs, je vais enchaîner un petit peu. Et on va enchaîner, parce qu'on est plusieurs, parce qu'on est à 2, parce qu'à 2, ça suffit pour faire un plusieurs. Voilà, c'est dit. C'est une info. Bref, donc tout ça pour dire que du gossip, encore du gossip, toujours du gossip. Nous, on aime le gossip à Radio Rec. Et on vous donne, en exclu, le top 10 des actrices les mieux payées de Hollywood pour en débattre et simplement pour baver un petit peu. Jingle. Non, attends, pas jingle. Non, pas de jingle. Attends, on va pas faire un jingle spécial, surtout pour la première. Alors, on va faire la numéro 10 à la numéro 1. Comme ça sera réglé. Parfait. Alors, en numéro 10... nous avons Jennifer Aniston avec 11 millions de dollars qui se repose bien par rapport à ce qu'elle fait, parce que Jennifer Aniston, c'était Friends, c'était quelques comédies, mais ça n'a jamais été quelques trucs un peu lourdeaux. Voilà. La rupture, je me rappelle, je crois qu'on l'avait vu ensemble à l'époque. Et faut dire qu'on s'était bien fait chier. Ouais. Elle avait un rôle un petit peu... parce que j'en ai marre. Ça me dérange un petit peu de voir toujours Jennifer Aniston dans cette rôle de copine que t'aimerais avoir, tu sais, genre la copine cool. Ouais. C'est un peu chiant. Et j'avais bien aimé en fait dans Comment tuer son boss, qui était un film qui était assez excellent, donc une comédie avec Kevin Spacey, avec elle notamment, avec là j'ai plus son nom, mais bref. Donc c'était une comédie en fait, où Comment tuer son boss, c'est assez explicite sur ce qui va se passer dans le scénario. Donc c'est trois mecs qui ont chacun un boss dégueulasse et donc qui cherchent un petit peu à s'en débarrasser. Et là elle était pas mal, elle faisait un peu à contrepoint dans l'espèce de rôle de nympho-psychopathe. C'était assez drôle et je le recommande. Comment tuer son boss. Un film sympa, des bonnes vannes, c'est un peu décalé, c'est un peu spécial. Il faut être bien. Regardez-le en VO parce que c'est beaucoup de vannes en anglais. Je me doute que la VF sera pas très rigolote. Et puis profiter de Kevin Spacey en VO. Voilà, simplement, Kevin Spacey qui reste. Il peut faire des mauvais films, il sera bon lui. Ouais, de toute façon, c'est l'amoureux de Robin. Voilà, c'est ça. Kevin Spacey, j'aime beaucoup. Je recommande à tous American Beauty 2000, Sam Mendes, une beauté sans nom. En 8ème position, oui, je passe de 10ème à 8ème car il y en a 2 ex-aequo. C'est Meryl Streep et Kristen Wiig à 12 millions de dollars. Alors si Meryl Streep, tout le monde voit qui c'est. Kristen Wiig, un peu moins. Donc je sais pas si tu as des infos là-dessus, mon cher Maxime. Ouais, a priori, c'est une des membres du Saturday Night Live, la fameuse émission américaine qui passe, je ne sais plus sur quelle chaîne. Elle est blonde ? Exactement. Ah oui, d'accord, je vois qui c'est maintenant. Ouais. D'accord, c'est une... oui, d'accord. Donc déjà, la référence Saturday Night Live en général... Et puis, je crois qu'elle est à la tête d'une série qui s'appelle Parks and Recreation, je crois, qui passe sur NBC. Alors ça, les séries, je te fais confiance. Qui est en fait, je la connais, pourquoi ? Parce que c'est une grande amie de Tina Fey, qui a une superbe émission qui s'appelle 30 Rock, une série. Donc Tina Fey aussi qui sortait du Saturday Night Live, et donc on dérape un petit peu série, mais je conseille à tous une très très bonne série comique dont je suis à jour, et ma foi c'est assez excellent. C'est sur l'univers de la télévision dans un monde un peu burlesque, et il y a des punchlines de ouf malade, et c'est avec Alec Baldwin, voilà. 7ème, le cheval préféré des Américains, Sarah Jessica Parker à 15 millions de dollars. Donc elle, je pense, c'est un petit peu le syndrome. Alors je l'associe au 6ème qui est Julia Roberts à 16 millions. Ce sont les actrices des débuts des années 2000.
Je sais pas si t'es d'accord. Ouais, même moitié 90. Voilà, Ouais. moitié fin 90, Ouais. début des années 2000, qui ont eu Mhm. leur gloire, Ouais. qui vendaient des films par millions juste en ayant leur tête dessus, alors que c'était pas. C'est ça. Et qui maintenant continuent leur petite vie pépère. Alors peut-être c'est des cachets publicitaires aussi à droite à gauche. Peut-être quelques films. Elles ont encore des apparitions. Elles ont plus les mêmes rôles qu'avant, même si voilà, le poids de l'âge se fait sentir. Ouais. Julia Roberts avait l'autre remake de Blanche-Neige. C'est vrai, c'est vrai. Donc là où elle a pu se Et faire des pépettes. peut-être qu'elle gagne là-dessus face à la première. Voilà. On en reparlera tout Je à l'heure. rappelle que les chiffres donnés sont les chiffres estimés entre mai 2011 et mai 2012, donc c'est bien sur l'année qui nous concerne, donc c'est par rapport à leur actualité. Voilà. En cinquième, Charlize Theron à 18 millions de dollars qui a profité du budget colossal de Blanche-Neige, ouais. De combien 170 millions de dollars, je crois. C'est à peu près ça. Ça va. C'est sympa pour un remake d'un dessin animé. Même avec l'euro million, tu peux pas faire le film. Voilà. Donc ça donne un indice, quoi. Et donc voilà, qui profite évidemment de Blanche-Neige, pardon. Et qui. Des contrats publicitaires aussi, parce qu'elle est l'égérie de Dior. Ouais, tout à fait. Tout à fait, mon cher Thierry. Hommage. Dédicace. Et donc ouais, et puis il y avait aussi Young Adult que j'avais démonté ici à Radio Rec pour ma première sortie dans l'émission, dans Cinebdo. Donc évidemment, c'était... Voilà, est-ce qu'elle les mérite ? Ah. On lui laisse en tout cas. On lui laisse, voilà. On n'en voudra pas. Exactement. Voilà, la sud-africaine, parce qu'il faut rappeler qu'elle est sud-africaine. En quatrième position, Angelina Jolie, l'ancienne tenante du titre. Oui. Ouais. Voilà, donc qui était à 20 millions de dollars, qui est à 20 millions de dollars. Donc je pense que voilà, juste en publicité, ça marche parce qu'elle a pas eu de grosse sortie. En même temps, elle a 5-6 enfants à élever et puis Brad est toujours à droite, à gauche. Voilà. En tournage. Donc il faut bien. Brad il fait des trucs lui parce que Brad est un acteur contrairement à sa femme. Un acteur qu'on apprécie en plus. Voilà, parce que bon, soyons clairs, Angelina Jolie, excuse-moi, mais elle a commencé avec Tomb Raider, quoi. C'est pas terrible. C'est vrai. C'est pas, elle a commencé à la renommer, quoi. Je veux dire, dans le film comment dire, c'était quoi le Clint Eastwood avec elle, tant que je te retrouve ça. Million Dollar Baby. Non, The Exchange. Non, je confonds, pardon. The Exchange. Ah oui, oui, exactement. Elle était pas exceptionnelle parce qu'elle en faisait des tonnes. C'était, disons que j'aurais donné un Oscar à sa maquilleuse. Par contre, à elle un petit peu moins. Voilà. Donc, bon. Alors, attends, il va falloir qu'on en trouve une qui les mérite, là, parce qu'on taille depuis tout à l'heure. Donc, troisième, Sandra Bullock, 25 millions de dollars. Donc, Sandra Bullock, qui est peu connue en France, finalement. Ouais. Je veux dire, je suppose que le nom de Sandra Bullock, parle, mais... Voilà, c'est... Bon, si vous tapez Sandra Son Bullock... œuvre un peu moins. Voilà, c'est ça. Donc, mine de rien, elle était l'actrice la mieux payée en 2010. Et oui. Ouais. Et donc, elle est, en même temps, elle a plusieurs chapeaux. Elle est actrice, réalisatrice, scénariste. Donc, finalement, ça lui permet je suppose, d'accumuler un petit peu. Elle avait, en 2011, elle avait été dans Extrêmement fort et incroyablement près, tu sais, le tire-larme de Stephen Daldry. Je crois que c'était produit par Spielberg. Je suis pas certain. Bon, c'était, voilà, avec Tom Hanks. Bon, juste, je pense que ça suffit. Salaud. Et voilà, c'était pas vraiment terrible. J'avais vu un trailer, ça donnait pas vraiment envie. Ouais, c'est... Mais bon, je suppose qu'elle a dû faire des super trucs quand même. Ensuite, nous avons en deuxième Cameron Diaz. Alors là, par contre, Cameron Diaz, moi j'aime beaucoup. Je sais pas toi, moi j'aime beaucoup. Cameron Diaz. C'est moins ma cam. À choisir, je préfère presque la première après. Ok. Non, quand même 34 millions de dollars, qui est pas loin quand même. Hein. Donc, finalement, pourquoi elle a reçu tant ? Déjà, il y avait Green Hornet. Elle était dans Green Hornet, tout à fait. Exactement. Elle était dans Bad Teacher et dans Ce qui vous attend si vous attendez un enfant. Ouais, qui vient de sortir cette semaine et qu'on vous avoue qu'on n'a pas eu le courage d'aller voir. Voilà, j'irai peut-être demain si je peux, mais... Non, on s'est pas précipité voilà. En tout cas. Il y en avait d'autres à voir c'est ça. Pour ce soir. Donc, mine de rien, Cameron Diaz, faut rappeler que c'est une actrice qui fait des box-office énormes. Hein, à chaque fois qu'elle prend... qu'elle prend, voilà, c'est un petit peu... Elle s'est bien reconvertie parce que souviens-toi qu'elle était quand même dans The Mask
en 95. En effet. Donc, il me semble qu'elle elle a bien résisté au temps, ce qui est pas évident. Ouais, c'est vrai, 94 même, The Mask, c'est son premier rôle. Bon, on se souvient de 98, des frères Farrelly, Marie à tout prix, qui reste pour moi un de ses plus grands rôles. Ouais, ça, je te l'accorde, avec peut-être, même si c'est pas exactement la même prétention artistique, aussi son rôle dans Charlie et ses drôles de dames, où elle était omniprésente à l'écran. C'est vrai, mais enfin, j'ai bien dit un des meilleurs parce que je voulais juste faire un petit clin d'œil à ce film pour vous, chers auditeurs, qui est dans la peau de John Malkovich, de Spike Jonze, qui est excellentissime, et on ne la reconnaît pas. Il y a John Cusack et elle, et on ne les reconnaît absolument pas. C'est très très bien joué, c'est assez spécial. En fait, en gros, c'est donc John Cusack et elle qui trouvent au 9e étage et demi d'un immeuble une espèce de faille spatio-temporelle qui les fait rentrer pour 24 heures dans la peau de John Malkovich, l'acteur qui reprend son même rôle. Et c'est assez excellent, véritablement. Donc je le conseille, il est très très bon. 99, une très très bonne idée. Et John Malkovich qui a beaucoup d'humour là-dessus. Ouais. Donc bah voilà, et ça, on va arriver, oui messieurs, oui mesdames, oui mesdemoiselles, au numéro 1, au number one. Le number one, c'est qui ? C'est KS. On vous laisse 5 secondes de silence. Vas-y, top. Kristen Stewart. Voilà. C'est ça. Donc, aussi surprenant soit-il. Aussi surprenant, ouais. Donc, Kristen Stewart, vous le savez, c'est l'actrice qui ne sourit jamais dans Twilight. C'est l'actrice qui sourit une fois, je crois, à 1 minute 17, dans Blanche-Neige. Donc, voilà, 2 gros blockbusters qui lui ont fait, parce qu'elle a eu carrément le rôle principal dans Blanche-Neige et le rôle principal dans Twilight. Donc, à mon avis, elle peut s'en contenter. On peut rajouter quelques pépettes du côté de Sur la route, qui n'a pas tellement marché en France, mais qui a bien marché aux États-Unis. Donc, ma foi, c'est tout honorable pour elle. Alors après, on sait que Kristen Stewart, elle est un petit peu sous le feu des médias pour son rôle dans Twilight, notamment plein de communautés sur Internet qui se foutent de sa gueule justement par son manque d'expression faciale, on va dire. Dans le... ah oui, bah, c'est rigolo. Ah oui, c'est rigolo, voilà. Donc, son manque d'expression du visage dans Twilight, c'est vrai qu'elle en a pas tellement. En même temps, finalement, je trouve que pour avoir vu Cosmopolis et pour avoir vu Blanche-Neige, Blanche-Neige, j'avais pas trop, mais visiblement sur la route, il y avait de bons échos. Les 2 acteurs principaux de Twilight s'en sortent relativement bien niveau jeu d'acteur. Ouais, je pense que moi je l'avais vu dans un film qui avait un peu fait un bid en France, c'était Welcome to the Rileys. C'était une comédie un peu sociale sur l'enfermement dans la bourgeoisie, qui pourrait rappeler un peu Virgin Suicides, mais en version plus moderne. Elle s'en sortait plutôt pas mal. Donc ouais, c'était plutôt une bonne c'était une bonne prestation, et c'est ce qui lui a fait avoir toute ma sympathie. D'accord, bah voilà. Donc ça s'appelle, tu dis Welcome to the Rileys. C'était en 2010. 2010, très bien. Welcome to the Rileys, un film donc de Jake Scott, le fameux réalisateur qui a réalisé pas grand chose vu qu'il a fait surtout des clips, voilà. Notamment pour George Michael. Voilà. Donc, nous avons fini sur ce top 10 des actrices les mieux payées. Nous avons bavé. Et là, on va pouvoir un petit peu rigoler jaune. Pourquoi, messieurs, dames ? Parce que on a plein de suites et des préquels et des origins, et des 2 et des 3 et des 4 qui sortent en ce moment. On a plein de gros blockbusters, même si les Harry Potter c'est terminé. On a, même si Twilight c'est presque terminé. On a, voilà... j'ai même plus le nom alors que j'ai utilisé 40 000 fois Hunger Games qui va sortir en 8 exemplaires, je sens. Et là, qu'est-ce qu'on entend ? Le blockbuster à la française. On a eu Les Bronzés 3. Maintenant, on aura, attention, Les Trois Frères 2. Bon, voilà, alors... Que dire, c'est une info qui m'a fait un petit peu rigoler, je l'ai sélectionné un peu pour vous parce que j'ai trouvé ça vraiment assez spécial, on va essayer de décoder ça pour vous. Donc, le film serait véritablement à l'initiative de Pascal Légitimus. Donc on rappelle que Les Trois Frères c'est le film de 95 avec donc les inconnus Pascal Légitimus, Didier Bourdon, Pascal Campan.
Ouais, qui est un peu un film culte pour notre génération en tout cas. Voilà, même si par conviction personnelle, j'oppose toujours ce film au film des nuls, Oui, bien sûr. qui reste. C'est vrai que Robin est plus fan des nuls, Voilà. là où je serais plus fan des inconnus, même si je suis un grand amateur d'Alain Chabat que je respecte par-dessus Voilà. tout. Mais voilà, j'ai toujours préféré La Cité de la Peur un petit peu. Mais ça, c'est un autre débat, nous n'y allons pas. Seulement, donc Les Inconnus, c'est prévu pour. Le film qui est prévu pour 2013. Là, il y a seulement le scénario qui a été bouclé, mais seulement ça a été officialisé. Donc, le tournage débute Sous peu. sous peu. Donc, paraît que finalement, Bernard Campan aurait été le plus difficile à engager. À Ce qui convaincre. semble normal, vu que Pascal Campan, Bernard Campan, pardon, excuse-moi, c'est un petit peu l'acteur qui a le mieux réussi finalement. Ouais. C'est-à-dire Ouais, que c'est vrai. il a pris des rôles un peu plus profonds que les idioties, même s'il a été très drôle de ce qu'il pouvait faire chez Les Inconnus. Finalement, moi, personnellement, ça aurait été celui que j'aurais vu le moins se reconvertir, et pourtant, ça a été vraiment un acteur qui était capable d'une belle introspection, je trouve. On se souvient de se souvenir des belles choses aux côtés d'Isabelle Carré, de Zabou Bretman, que j'aimais beaucoup. Et j'aime beaucoup Isabelle Carré, j'aime beaucoup cette actrice. Dans Le Cœur des Hommes, dans Le Dernier pour la route ou dans Noé et moi, c'était des films où il avait une bonne, même si on va dire au niveau de la critique c'était pas exceptionnel, il avait toujours été respecté pour sa performance. Donc ma foi, quelque chose de tout à fait honorable. À noter aussi que Didier Bourdon, Pascal Légitimus avait fait un peu de théâtre. Je crois que c'est là où il s'est le mieux reconverti, puisqu'il a fait très peu de cinéma depuis la fin des Inconnus. C'est ça. En gros, sans mauvais jeu de mots, celui qu'on a un peu moins vu, quoi, c'est Didier Bourdon. Voilà. Qui s'est concentré sur le métier de scénariste, qui avait fait 7 ans de mariage, il me semble, qui était pas terrible, je l'avais vu. Je t'avoue que je le connais pas, alors. Il était pas terrible. C'était avec je ne sais plus qui, mais c'était avec elle en tout cas. Et donc voilà. Et donc les trois sont réunis finalement, et ils veulent produire un film de qualité. Alors je parlais des Bronzés 3 tout à l'heure, c'est pas par c'était pas par hasard. Vu que, justement, ils sont pris un petit peu appui, visiblement, au dire de Légitimus, ils ont pris appui par rapport aux Bronzés 3, c'est-à-dire qu'ils voulaient pas faire une suite en reprenant les mêmes grosses vannes du 1, quoi, et en fait un pâle copier-coller de 95 en 2012. Faire du fan service, quoi. Voilà, c'est ça. Ils voulaient quelque chose de qualité. Alors, est-ce que c'est pour vendre le film? Sûrement. Est-ce que ça va être véritable? J'ai peur ils veulent mettre de la profondeur, visiblement, voire ils parlaient de la mort d'un des personnages. Alors, je sais pas, honnêtement, comment ne pas se viander. Parce que c'est clair. Ça reste une comédie populaire très légère et qui jouait sur ça. Qui était même pas terrible en plus, si on y repense. Oui, voilà, qui était pas fantastique, quoi. Donc, d'où le problème. Rajouter de la profondeur à ça, justement, ce serait presque dommage en plus. C'est ça. En fait, moi j'ai peur du syndrome du c'était mieux avant, simplement. C'est-à-dire que de essayer de faire correspondre des vannes de 95 à 2012. Alors justement, dans ce qu'il disait, Légitimus, il disait que voilà, il espérait, mais il comptait justement sur la crise économique pour fournir des vannes un petit peu, pour essayer de retrouver un espèce de contexte. Mais c'est compliqué, j'ai peur véritablement pour ce film qu'il se viande, quoi. Et puis peut-être qu'ils ont fait leur temps aussi, ça fait 10 bonnes années qu'ils n'ont pas taffé ensemble. Est-ce qu'ils sont prêts à retrouver les automatismes d'avant? Est-ce que... en comparaison, tout à l'heure on parlait des nuls, eux ils n'ont pas vraiment arrêté, et bon ça fait des films qui plaisent ou qui plaisent pas, mais en tout cas ils ont continué et ils ont gardé, je pense, l'esprit qui les hantait depuis toujours. Après il y a eu une séparation aussi, Alain Chabat a continué véritablement l'esprit des nuls, Farrugia était très occupé. Il s'est toujours entouré quand même de ses anciens collègues. Et la différence, c'est que Chabat a su rester présent sur la scène publique française, finalement, sur la scène médiatique, en s'entourant de ceux qui faisaient le buzz. Finalement, avec Jamel, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Astérix et Obélix, il se dit, je vais encore faire un foin si je refais le même que Claude Zidi. Je vais prendre un casting qui est ouf, mais comme le premier finalement, mais je vais rajouter finalement ce que les gens aiment maintenant et pas ce que les gens aimaient
ou faire une espèce de pâle copie. Ouais, c'est vrai que les inconnus sont plus enfermés dans le milieu artistique, comédien. Enfin, c'est un peu le syndrome qu'on retrouve parce que justement, on les retrouve les inconnus dans le film Banc public de Bruno Podalides, dont on reparlera tout à l'heure. Ouais. Cette espèce de melting pot de tous les acteurs de la scène française qui sont très populaires, mais qui à la fois paraissent vachement loin, du moins pour nous les jeunes, comparé à tous les comédiens qui sortent du Comedy Club ou des choses comme ça qui nous sont beaucoup plus proches ou beaucoup plus accessibles. Et qui sont dans un monde moins fermé, monde vers lequel Alain Chabat a su tirer, quoi. Ouais. Moins que les inconnus, je pense. Ouais. Donc bon, à suivre, mais voilà, on n'est pas plus emballé que ça. J'avoue que si les inconnus remontent sur scène, je serais content de les revoir au cinéma. Ouais. Finalement, est-ce qu'il serait pas mieux sur les vidéos de compile des enfants de la télé ou ces trucs comme ça, quoi. Finalement, ils ont eu du succès. À savoir, est-ce que c'est vraiment pas exclu qu'ils en aient encore, mais mais est-ce vraiment une bonne chose, de sacrifier un petit peu tout pour ça. Voilà. Et donc nous avons terminé cette petite news et je vais ajouter un petit festival qui me tient à cœur. Et que j'aimerais que les plus de gens possibles suivent parce que ma foi, le cinéma c'est très bien, les séries c'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Dans la vidéo, il y a aussi le court-métrage, etc., le moyen-métrage, et il y a aussi la pub. Parce que la pub, mine de rien, c'est aussi un reflet de la société CF Culture Pub, l'émission culte de Christian Blancas qui est décédé, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Moi j'étais triste, c'était vraiment un grand monsieur, un grand journaliste, mine de rien. Qui est allé chercher lui-même, qui a fait tenir Culture Pub, et d'ailleurs justement ils sont en train de se casser la gueule là, parce que Culture Pub c'est une émission mais c'est aussi un site internet, c'est aussi une compagnie qui vit et qui promeut, voilà, c'est une entreprise qui promeut un peu la publicité, qui ma foi simplement en nous faisant aucune leçon nous a appris à regarder les publicités et à décoder la publicité sans nous faire de leçons. C'est-à-dire que par l'humour et par un petit peu de montrer sans cynisme obscène, tu sais, sans le dire ah oui vous avez vu, hein. Mais c'est de tirer les ficelles et de montrer finalement c'est pas la publicité, c'est pas un grand truc qui vous broie le cerveau comme on peut entendre. La publicité c'est fait pour vendre un truc, c'est un geste commercial. Alors certes c'est abondant, mais une fois qu'on sait la décoder, ça peut devenir finalement, on peut tirer d'une abondance de brainwashing, parce que ça peut être ça aussi. On peut en tirer des leçons et un regard sur la société. Je trouve que c'est intéressant. C'est un super fond sociologique que la publicité. Et en plus, c'est aussi un endroit où certains réalisateurs ont fait leurs armes. Je pense notamment à Michel Gondry. Ouais. Michel Gondry, le fameux inventeur du bullet time, on le redit jamais assez, mais cet effet dans Matrix où ils font comme ça, donc ceux qui ont la vidéo ils verront. Voilà. Et ça a été inventé dans une pub réalisée par Michel Gondry pour la marque de vodka que je ne citerai pas, qui commence par un P. Voilà. Donc Michel Gondry, donc on rappelle des Français, et qui ne sera pas présent parce que maintenant c'est un réalisateur, il fait des films, etc. Mais qui sera pas présent, mais qui suivra très certainement le Festival international de la publicité. Donc après le Festival de Cannes, c'est le Festival de Cannes de la pub du 17 au 23 juin. Donc il y a quand même 11 000 participants venus de 87 pays qui seront présents. Donc 34 000 projets, 5 000 films, 10 000 publications et affiches et 1500 spots pour Internet. Ah ouais, c'est pas que seulement vidéo, en plus c'est vraiment toute la pub, c'est voilà, ça on a un peu de tout. Donc ça vient d'Australie, de Grande-Bretagne, d'Afrique du Sud. Je conseille, pour ceux qui sont un peu curieux, les pubs sud-africaines sont de véritables bijoux. Voilà. Le Brésil, la Chine, la Russie, et côté français ça sera un peu la galère, puisqu'on a noté une baisse de 23% des projets qui seront présentés dans l'année. En fait c'est un syndrome quand il y a des élections présidentielles, toujours un peu casse-gueule de faire plein de pubs. D'accord, ouais. Donc voilà. Et pour une petite info, donc il y aura la catégorie mobile et la catégorie contenu de marque qui seront ajoutés. Donc pour la téléphonie mobile, c'est vrai que ça peut être sympa, je l'annonce. Pourquoi ? Parce que c'est important. La pub, il n'y a pas que le cinéma, il n'y a pas que les séries. La pub, c'est aussi
et surtout voilà un regard sur la société, et il faut arrêter d'en faire le grand méchant ou le grand contrôleur, ça n'est pas dans un roman d'Orwell. Et puis même, c'est aussi, pour revenir sur le côté un peu Michel Gondry, c'est souvent le lieu de l'innovation technique, mine de rien. Voilà. Le technique ou artistique, souvent les deux vont de pair. Mais l'innovation passe beaucoup par la pub parce que c'est un petit format et le fond sociologique que ça apporte permet une vision de l'effet avant de l'intégrer dans un long métrage, quoi. Ouais. D'ailleurs, si voilà un petit film sur la pub, donc 99 francs. Réalisé par Beck BD sur le livre de... non, peut-être pas. Non, je crois pas. Oui, c'est adapté du film, oui, adapté du livre pardon, de Beck BD parce que vrai. le premier film qu'il a réalisé c'était l'année dernière avec L'amour dure 3 ans. Oui, et donc avec l'Oscarisé Jean Dujardin. Oui, voilà. Avec Jean Dujardin et qui est pas méchant, qui se laisse regarder, mais ça reste quand même un gros ego trip de Beck BD. Bon, moi je suis pas fan du personnage, mais ça se laisse regarder en tout cas, peu importe. Et nous avons fini les news, Maxime. Ouais. Et oui. Et après les news, c'est le box-office. Cinebdo, le box-office. Et donc le box-office que nous allons commencer, donc chaque semaine nous rappelons que c'est pas la semaine qui est là vu que on est jeudi et que c'était hier, donc on va pas vous donner les chiffres, ça ne sert à rien, et en plus c'est que sur Paris et ce n'est pas représentatif de tout ce qui se passe. Donc nous sommes la semaine du 13 juin et c'est parti pour le box-office. En premier, nous avons Blanche-Neige et le chasseur, et c'est vrai que c'était bien rempli quand j'étais allé, je sais pas toi. Ouais, si, moi aussi, ouais. Donc 700 000, alors pour une première semaine, pour un gros film, c'est pas énorme. C'est pas exceptionnel. Mais je pense qu'il descendra très vite. Il n'y a pas une énorme campagne de pub aussi, du moins j'ai pas eu l'impression. C'est vrai. Donc bon, les 170 millions dont on parlait tout à l'heure sont pas encore rentabilisés, va falloir taffer un peu et ce sera pas forcément avec notre soutien parce que avec l'émission de la semaine dernière, on vous a dit que on n'a pas été spécialement fan du film. Plus on y repense, même plus on est d'accord pour dire que c'est vraiment une grosse déception. C'est pas vraiment le mot parce que on en attendait déjà pas grand chose. Mais en tout cas, c'est pas le film qu'on vous conseille. Continuez, attendez un peu la suite du box-office. Si vous prévoyez de sortir au cinéma ce week-end, il y a mieux. Voilà. Donc il y a mieux, par exemple, il y a Madagascar 3, Bon baiser d'Europe. Par exemple, exactement. Toute en transition. Deuxième position. En deuxième position, c'est sa deuxième semaine avec 630 000 entrées pour un cumul à 1 770 000. C'est la plus grosse sortie en copie de France vu qu'il y en a près de 685. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Disons que je pense en plus que le nombre de copies a été démultiplié par 3D, pas 3D. Oui, c'est bonne remarque. Donc c'est pratique. Ça a dû jouer un peu ça. Ouais. Voilà. Donc ma foi, que dire, on va rappeler. On a l'analyse détaillée du podcast d'il y a 2 semaines, mais que dire de ce film, Maxime, je t'en prie. Pour revenir vite fait dessus, ça serait un bon film, un bon moment pour les enfants et pour les parents aussi. Ouais. C'est-à-dire que voilà, il y a de la vanne à tous les niveaux, même un tantinet plus de la vanne pour les adultes, on va dire. Ouais. Ça reste gentil, mais voilà, c'est prenant, c'est beau parce que les studios DreamWorks en 3D, ça a toujours de la tronche, quoi. Oui. Et vraiment, c'est un bon moment. Voilà, si vous voulez sortir avec vos enfants, si vous voulez sortir tout seul, si vous voulez, voilà. Madagascar 3, c'est un bon choix. On passe un bon moment, clairement. Et là, le cumul d'entrée à 1 750 000 en témoigne. Ouais. En 3e position, nous avons la 3e semaine de Prometheus avec 220 000 entrées pour 1 500 000 qui atteint son score sans plus. Ouais. À mon avis, là, il va stagner encore et voilà.
les aliens vont s'en aller, vont retourner d'où ils viennent assez vite, je crois. Je pense, j'en ai bien peur pour ce film qui on a vu une critique mitigée. Moi, j'avais beaucoup aimé par rapport à l'inscription dans l'univers de Ridley Scott et l'univers d'Alien en général. Toi, de ton Moi, côté? j'avais moins aimé. Je m'étais un peu ennuyé, quoi, pour dire. Ouais. J'ai pas eu autant d'enthousiasme par rapport à l'univers. D'accord. Ceci dit, ça reste une bonne production, Ouais. ça reste un film correct, Mm. mais c'est pas un grand film. Non. Mais techniquement, c'est propre. Ah, techniquement, c'est du Si très vous, très bon. Si vous même. voulez vous allez Ouais. vous en prendre plein les Non, yeux, ça, de c'est toute clair. manière. Ça, c'est bon. 4ème, la déception. Et moi, quelle déception, parce que l'attente était grande. Men in Black 3, 4ème semaine à 175 000. Donc, il s'essouffle, qui rejoint un petit peu Prometheus, finalement, dans ces films à grosse pub. Qui se maintient, mine de rien, parce que il me semble que la semaine dernière, elle avait fait un score à peu près équivalent. Ouais. Donc bon, bah... Qui reste avec pas mal de 600 copies. On rappelle que, en gros, il n'y a jamais plus de 700 copies, à part pour les très très gros films. Donc voilà, pour vous donner une idée, quand il y a plus de 600, c'est que c'est très très gros. Ensuite, c'est 600 à 300. Voilà. Donc, Men in Black 3, voilà, qui stagne un petit peu. Donc, grosse déception. Si vous n'êtes pas allé le voir, n'y allez pas de toute manière. Il y a mieux. Il y a mieux, il y a carrément mieux. Par exemple, il y a Doru Yedos. Ouais, Doru Yedos, une très belle surprise. Ouais. Surprise, pas vraiment, parce que on connaissait déjà un peu les talents de Jacques Audiard. On connaissait aussi les talents de Marion Cotillard. Par contre, on découvre celui de Mathias Schoenaerts, c'est ça ? C'est ça. Une super performance d'acteur, un film assez prenant, assez bouleversant même par moments. Un très gros travail, des très gros techniciens pour revenir dessus vite fait. C'est le même chef opérateur qui suit Audiard depuis ses débuts. C'est lui qui avait gagné la palme le César de la meilleure photographie pour Un prophète. Et donc des musiques aussi de Alexandre Desplat, le fameux compositeur français qui avait aussi commencé avec Audiard et qui maintenant se répand sur toute la planète, qui avait gagné, je crois, la meilleure musique peut-être avec The Tree of Life, il me semble. Il n'avait pas travaillé sur Harry Potter aussi ? Ouais, Harry Potter, il a fait des Twilight aussi. Enfin voilà, c'est une réunion de gros cerveaux et de talent. Voilà, c'est ça, surtout de talent, parce que ça en fait un film, c'est pas un film cérébral, mais c'est un film vraiment, c'est un film très 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 porté sur le ressenti et sur, enfin voilà, si vous l'avez pas encore vu, courez-y, et la preuve, les 659 copies qui restent au bout de la 5e semaine, c'est preuve de la qualité, et du succès aussi. Ouais. Parce qu'ils se hissent finalement au rang des grands blockbusters. Ouais, c'est ça, c'est le blockbuster artistique français, on va dire. Voilà. C'est pas le truc qui va vont mettre plein les vues, encore que moi j'en ai pris plein la vue pour d'autres raisons, on va dire. Ça m'a vraiment pris. Ouais, menteur, c'est parce qu'il y avait Marion Cotillard à poil. Merde, c'est pour ça, voilà. J'ai enfin pu voir ses moignons. Et en plus, on voit pas que ses moignons. Donc voilà, sur une petite note d'humour, Doru Yedos, Audiard. 6ème, Bienvenue parmi nous, qui en première semaine fait 100 000 vieilles entrées, j'ai envie de dire. Je pense que c'est ça, ouais. Je pense qu'il y a 100 000 vieux qui vont au cinéma chaque semaine. Ouais, voilà, on a la cote. Enfin non, 99 992. Voilà. Parce qu'on est 998. Voilà. Si je sais compter. Voilà. On est deux et on est allé le voir. Ouais. On peut vous renvoyer aussi au podcast de la semaine dernière. Avis mitigé. Un peu lent à se lancer. Sympathique vers la fin. C'est pas un grand film. Moi j'ai bien aimé la prestation de Patrick Chenet. Ouais. La prestation de Jeanne Lambert, qui est donc la fille de Jean-Yves Lafesse, merci. Pas exceptionnel, mais bon, ça se tient. Non, Robin fait non de la tête, ça se tient pas apparemment. Plus j'y pense, plus ce film m'a profondément emmerdé. Voilà. Bon bah écoutez, si vous voulez pas voir de peintres au bord de la plage, n'y allez pas. Si vous voulez voir des petits qui jouent bien, allez voir Quand je serai petit, tiens, c'est plus sympa.
Donc en 7ème, Le Grand Soir, qui pour sa 2e semaine fait presque 100 000 entrées, 95 000. Ouais. Bidouille, quand même. Même si il n'a pas énormément de copies, quand même, parce que 100 000 au bout de la 2e semaine. C'est pas un grand score, surtout avec Benoît Poelvoorde, Alain Dupontel, on pouvait s'attendre à mieux, quoi. C'est vrai que c'est 2 poids lourds Donc, quand même. ouais, en plus, je me relancerai pas dans le nom des réalisateurs parce que je m'en rappelle jamais. Gustave de Kervern et Benoît Delépine. Merci. Donc ces deux-là aussi sont des grands habitués du cinéma, des grands noms pour ceux qui connaissent Voilà. Groland, pour les amateurs de Canal+. Voilà, c'est un film aussi où la vie était plutôt positif chez nous. C'est sympathique. Oui. J'en garde pas un grand souvenir à choisir. J'avais préféré Mammouth peut-être. Mais voilà, ça reste un bon film. Si vous avez l'occasion de le voir, à mon avis, il va pas rester très longtemps en salle, donc profitez-en. Puis, C'est intéressant. est-ce qu'il souffre un petit peu de son sujet? Parce qu'on sait que Gustave, donc Delépine et Kervern, c'est deux mecs engagés par rapport au univers de Punk à chien, etc. Et même par rapport à l'affiche, est-ce que ça n'a pas rebuté un grand public, quoi? Moi, c'est ça. C'est sûr que ça attire pas. Je crois aussi qu'il a pas eu des critiques phénoménales parce que beaucoup ont tapé dessus par rapport au sujet, justement. J'ai vu que le traitement du sujet avait pas été spécialement apprécié partout. Bon, c'est un avis. Moi, je pense que le film souffre du fait surtout qu'il soit pas très très médiatisé parce que on les a pas vus, quoi, que ce soit sur des plateaux télé, un petit peu peut-être à la radio. Mais encore, je suis pas sûr. À mon avis, c'est les acteurs surtout qui faisaient la promo. Ouais, voilà, parce que Delépine et Kervern, c'est deux mecs qui sont pas forcément dans les circuits médiatiques classiques, hein, quand même. Ouais, ils vivent dans des caves. Voilà, c'est un peu spécial. Voilà. 8ème, 21 Jump Street qui s'il a très bien marché aux États-Unis, fait un four également. Même s'il a peu de copies, il en a moins de 200, mais voilà, 90 000 entrées, 234 000, c'est un four. Hein, ouais, c'est un four, c'est dommage parce que aussi surprenant soit-il, je suis allé le voir avec beaucoup d'a priori, parce que c'est vrai que l'affiche, elle me faisait pas rêver, quoi. Ouais. Je m'attendais à un film, un teen movie, mais mauvais, avec je sais pas, avec rien, quoi. Et au final, j'en ressors avec beaucoup, un vrai bon moment de passer. C'est très drôle. J'ai eu la malchance de le voir en VF et pour autant, ça m'a fait vachement rire. Donc je pense qu'en VO, ça doit être une sacrée bombe. Ouais, c'est dommage parce que Jonah Hill, dont on parlait tout à l'heure, et Channing Tatum s'en sortent pas trop mal. C'est pas des acteurs que je connaissais très bien. Ouais. Ils m'intéressent maintenant, je les suivrai un peu mieux. D'accord. Donc voilà, c'est dommage pour eux. Bah oui, écoute, moi personnellement j'ai même pas trop eu le temps d'y aller le voir, donc tu vois, c'est que... Mais je pense véritablement qu'il a souffert, comme tu dis, d'une présentation un peu... On savait pas trop par rapport aux affiches et par rapport aux trailers, en fait. à quoi on allait s'attendre. Et je pense qu'ils essayaient d'en jouer, mais le problème c'est qu'ils en ont mal joué, quoi. Ouais. Et donc ils ont essayé de faire du suspense, voilà. Mais malheureusement, ça parle pas. Je pense qu'il va falloir créer un label à Radio Rec et je pense qu'on le sortira. C'est le label Mauvaise Pub, Bon Film. Ouais, parce qu'on en a eu plusieurs, mine de rien. Ouais, mine de rien, quand je serai petit, etc. Et donc je pense clairement qu'il va falloir créer ça. Donc voilà, le label Mauvaise Pub, Bon Film. Donc, ouais, c'est clair. Parce que justement, pour revenir, on va pas revenir sur les 9e et le 10e qui sont le prénom et Dark Shadows dont on a parlé. Le prénom, c'est 3 200 000. Quoi. Le prénom, voilà, c'est une belle claque. À mon avis, ils attendaient pas autant et le succès est mérité. Ouais. Dark Shadows, un petit succès, on va dire. 6ème semaine, 1,8 million, non. Ouais, en 6ème semaine, t'atteins les 2 millions et quelques. Hein. Mais là on va dire que ça a été un petit succès au départ et là, ça se perd, quoi. Si je peux juste noter 11ème quand je serai petit. Ouais, c'est ce que je voulais noter aussi. C'est dommage. Écoutez, c'est triste. On en a fait la promo pourtant la semaine dernière. Vous nous écoutez pas. C'est que personne voulait aller le voir.
Bah ouais, pourtant Et là, on en a convaincu 50 000. il y a eu quand même un peu de promo parce que Jean-Paul Rouve a fait Les enfants de la quelques télé. plateaux. Ouais, les enfants de la télé. Moi, j'ai vu chez Ruquier aussi. Ouais. À la radio, il me semble que je l'ai entendu. Mm. Ouais, c'est dommage parce que on a été même satisfait du film, satisfait de ce qui en ressortait. C'est pareil, c'est pas un grand film, mais c'est un film sans ambition qui a été fait sérieusement, quoi. Enfin, pas sans ambition, mais avec des ambitions mesurées, on va dire. Qui a évité les pièges, pour moi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tous les pièges tendus face C'est à ce ça. film de facilité ont été évités et ont été limite bien roulés dessus et c'est un film intelligent, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Donc j'en suis très content voilà. et pour une fois aussi que dans un film français, on voit des enfants qui sont représentés tels quels et qu'on cherche pas à leur donner on leur écrit pas j'ai pas l'impression. Tu vois, on leur écrit leur dialogue. Voilà, comme des enfants et pas comme s'ils avaient 23 ans qui réfléchissaient à la vie au bout d'un moment. En fait, les enfants sont pas qu'il y a dans le film, enfin l'enfant surtout Mathias n'est pas un prétexte pour répondre à Jean-Paul Rouve. Ouais, c'est ça. Il a vraiment son personnage à lui qui s'oppose, qui va avec, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait, ouais. Donc voilà, j'étais un peu content par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. Et nous allons enchaîner. Le box-office est terminé. Ouais. Et maintenant, c'est quoi ? Maintenant, c'est les sorties de la semaine. Maintenant, c'est quoi dans Cinebdo ? Eh ben, c'est les sorties de la semaine. Et les sorties de la semaine, et nous allons commencer. Nous en avons sélectionné 3. Nous en avons vu 3 car les films de la semaine qui sortent, ce sont les films que nous voyons. Ouais. Oui, messieurs, oui, mesdames. Et nous allons commencer tout de suite avec Adieu Berthe, que nous avons tous les deux vu. Donc, on va pouvoir faire un petit fight. Qui était un film de Bruno Podalides. Est-ce qu'on a besoin de le représenter ? Vas-y, je t'en prie. Bah, le frère donc du célèbre acteur Denis Podalides. Voilà, ça c'est fait. Merci Robin. Petite pour erreur. le C'est la jingle. première. Oui, donc le frère de Bruno, de Denis, pardon. De Denis, voilà. De Denis Podalides, réalisateur français, voilà. Qui aime s'entourer des acteurs de son frère, de plein d'acteurs, de Michel Villemos dont il se rapproche généralement. On le connaît pour des films comme les Rouletabille, Les Mystères de la Chambre jaune et Le Parfum de la Dame en Noir. On le connaît pour Public, Versailles Rive Droite, qui est la réponse à Versailles Rive Gauche, qui était son tout premier court-métrage. Donc nous allons pas en dire plus vu que ça sera l'objet de la question de la semaine, qui vous permettra de gagner 2 places pour le cinéma Le Bijou à Noisy-le-Grand. Donc n'hésitez pas, on la posera de tout à l'heure de toute façon, on vous donnera toutes les modalités. Donc un film, ma foi, de Bruno Podalides qui est dans la veine des films de Bruno Podalides. Oui, alors moi j'étais resté sur un mauvais souvenir quand même de Public. D'accord. Ça commençait bien. Ouais, toi, il me semble que toi t'avais aimé. J'ai super bien aimé. Alors moi je trouvais que ça commençait bien, Public, et puis ça se ramollissait, quoi. Et j'ai eu un peu le même syndrome avec Adieu Berthe. Ouais. Mais un cran au-dessus quand même. Mais un cran au-dessus en bien. C'est-à-dire que le film était vraiment commence vraiment sur un très bon rythme. Donc Denis Podalides qui joue le personnage principal. Excusez-moi encore. Hop là, voilà, c'est bon. Donc Denis Podalides, qui joue le personnage principal, apprend au début du film la perte de sa mémé. Donc voilà, une mémé qu'il avait un peu oubliée. Et il se retrouve à devoir décider avec l'aide et de sa femme, enfin l'aide, c'est pas vraiment le mot, et de sa femme et de sa maîtresse pour se débrouiller pour l'enterrement. Et c'est un mec un peu neutre, un peu perdu. Il sait pas quoi choisir dans sa vie et voilà, l'enterrement de sa mémé, ça devient un peu la façon de décider de la suite de sa vie, quoi. Exactement.
Et donc c'est Denis Podalides qui joue le rôle, donc c'est une bête de travail parce qu'en ce moment il fait plein de trucs. Il est à la Comédie Française presque tous les soirs, il tourne dans des films et il y avait eu même presque un petit scandale sur le fait qu'il n'ait pas gagné le César du meilleur acteur qui était pour La Conquête parce qu'il avait interprété Nicolas Sarkozy dans le film de Xavier Duringer, je crois. Ouais. Et donc, il est entouré de Valérie Lemercier et de Isabelle Candelier, donc respectivement sa maîtresse et sa femme. Valérie Lemercier qui fait un super... qui maintient le rythme avec Denis Podalides. Voilà, c'est vraiment les deux qui sortent, enfin non, qui sortent pas le film, mais qui vraiment le propulsent vers le haut. Dès le début parce qu'il y a des scènes vraiment cultes. C'est un rythme un peu yo-yo malheureusement. Ouais. C'est que on se marre plus parce que c'est quand même, mine de rien, c'est quand même une comédie. On se marre plus quand on est avec Denis Podalides et Valérie Lemercier que quand Denis est avec sa femme. En même temps, est-ce que c'est peut-être représentatif de l'histoire qui était... C'est sûr. C'est vrai qu'il y a une espèce de relation de neutralité, de mollesse avec sa femme, qui a pas avec sa maîtresse qui est Valérie Lemercier, qui est une femme qui est vivante, qui n'est pas issue du même milieu aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est souvent aussi dans les films des frères Podalides qu'il y a une question du milieu et un peu de la bourgeoisie aussi, justement. Justement, il y a une espèce d'inscription et de foutage de gueule de cette bourgeoisie, notamment dans le vocabulaire qu'il utilise. Il a un vocabulaire assez pompeux, parfois Denis Podalides, mais sans être méprisant, mais on sent qu'il a des habitudes. On sent que ce milieu n'est pas le sien, mais qu'il en a gardé certaines habitudes, notamment la mollesse, notamment le fait de ne pas vouloir choisir, et quelque part il veut s'émanciper avec le Mercier. Ouais. Et moi j'ai pas trouvé finalement, j'ai trouvé justement le Versailles Banc Public beaucoup plus rythmé tout du long, vu que c'était un mini film à sketch presque, le Banc Public. Clairement, on avait du 20 minutes, on changeait de décor complètement avec des liants qui sont ce qu'ils sont, et voilà. Et justement, j'ai trouvé que en fait, il partait très très fort le Adieu-Berthe, et puis il ralentissait. J'ai eu un peu de mal finalement, et même contrairement à toi, j'ai eu un peu de mal avec Valérie Lemercier, que pourtant j'aime beaucoup. Et là, je trouvais qu'elle exagérait, et en exagérant, je sais pas, je l'ai pas trouvé crédible. D'accord. Pourtant, moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai jamais été très fan de Valérie Lemercier. Là, je trouve qu'elle donne bien la réplique. La scène, il y a toujours un petit problème, je trouve, sur les dialogues. Enfin, j'ai toujours du mal à trouver les dialogues crédibles. Ouais. Dans beaucoup de films français en ce moment, ça vieillit l'écriture, je trouve. Ouais. Par moment, ils sont très bien, mais dans les engueulades, ça manque un peu de. C'est vrai, clairement. Ça manque un peu de tact, ce qui est dommage, parce que la scène où ils se battent dans le cimetière, c'est vraiment... Ça aurait pu être très très bien, mais c'est vrai qu'il y a un petit problème par rapport à ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer ? On a deux avis, on n'a pas vu le même rythme, donc c'est que c'est à l'interprétation de chacun et que c'est un film qui reste assez ouvert, qui reste assez subjectif. Je reste quand même d'accord sur le fait qu'à partir d'un moment, d'une scène en particulier, que je citerai pas pour garder le film intact, mais à partir d'une scène en particulier, on sent vraiment une lenteur s'installer et c'est dommage parce que ça commence bien, quoi. Voilà. Moi, je dirais la première heure est vraiment très enthousiasmante, voilà, c'est ça. Mais je pense que j'en attendais trop après avoir vu Rive Droite. Peut-être. Et moi, j'en attendais rien après avoir vu Rive Droite, donc c'est peut-être ça aussi. Voilà, quoi. Ça, je pense que ça a joué. Donc c'est fait pour Adieu-Berthe, donc un film que alors on va faire le truc. On conseille ou pas ? Moi, je conseille. Ouais, si vous avez vu tout ce qui est déjà sorti. C'est ça. Ouais. Je conseille. Ouais, moi je pense aussi. Ça vaut le coup. Voilà, moi il y a l'abeille, je conseille. Alors, nous allons enchaîner avec The Dictator. Je te laisse le soin de le présenter vu que je ne l'ai pas vu et tu l'as vu. Alors, The Dictator, je me suis forcé à y aller un peu aussi parce que j'aime bien Sacha Baron Cohen, mais malheureusement, je savais déjà que je devais aller voir le film en VF, et oui, désolé.
Mais c'est pas moi qui choisis la programmation dans les salles et ils m'ont imposé une VF. Et donc bah voilà, le jeu de Sacha Baron Cohen est complètement haché par cette VF avec un accent français, un accent arabe, je crois. Ouais. Complètement pourri quoi. Ouais. Et bah c'est l'histoire d'un dictateur fictif. Le dictateur d'un pays fictif qui se situe en Afrique. Ouais, c'est ça, en Afrique. Et pardon. Et donc bah un dictateur fictif qui se fond dans la foule malencontreusement à New York et arrive près des manifestants anti-dictateurs justement. Évidemment. Et de là on découle une pseudo-histoire d'amour avec voilà sur un fond de critique du monde occidental en même temps que du monde oriental. Enfin, l'idée était pas mauvaise. Malheureusement, Charlie Chaplin a fait ça en 39 pardon, avec le dictateur et bah c'était mieux quoi. Ouais. C'est pas non plus le même but clairement parce que là il y a beaucoup d'humour potache, un peu trop des fois j'ai même trouvé ça lourd alors que ceux qui me connaissent savent à quel point il m'en faut peu pour me faire rire. Bah CF le facial de tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc pour que j'ai trouvé ça lourd, c'est que vraiment fallait y aller quoi. A priori, ça a eu son effet dans la salle puisque tout le monde était relativement hilar. Il y a quand même beaucoup de choses prévisibles. Et est-ce que, moi, ma question, c'est est-ce que finalement, la veine Baron Cohen, donc avec Borat, avec Bruno, avec Ali G, est-ce que cette veine-là, ça fait son 4e même film finalement, avec des personnages différents, est-ce que ça s'essouffle pas un peu à savoir, est-ce que ceux qui étaient hilar, c'était des fans de Baron Cohen et de toute façon ils auraient été hilar quoi qu'ils fassent? Je suis même pas sûr que ça soit ça. Pour mon cas, peut-être un peu parce que bah, c'est bon, le concept est compris et on comprend avec les films parce que c'est même pas lui qui réalise, c'est Larry Charles. Ouais, c'est qui réalise toujours d'ailleurs. Voilà, mais on sent quand même que bah, les deux doivent être potes parce que. Par contre, je recommande, petite parenthèse, je recommande un documentaire qui s'appelle Religolo de Larry Charles avec l'humoriste, je n'ai plus son nom, je vais vous retrouver ça. Donc, c'est un documentaire qui s'appelle Religolo et en gros, c'est un documentaire sur la religion et la vision des religions aux États-Unis, en Italie, en Israël. Et voir avec l'humoriste Bill Maher. Apparemment en français c'est Relidicule, non? Ouais, ah oui, ouais. Bah, j'ai Religolo, Religolous, Relidicule. Ouais, bah vous trouverez de toute façon. Voilà. Avec l'humoriste, tu disais Bill Maher, un humoriste que j'apprécie énormément. Humoriste américain. Et donc c'est un petit documentaire sur la religion et c'est vachement bien et ça fait beaucoup réfléchir. Voilà, si vous êtes religieux ou pas, et ben vous pouvez, surtout ou pas quand même, mais vous pouvez regarder, c'est très sympa. Non, c'est bah dans le même esprit, dans The Dictator, pardon. Ouais. Tu sens que il y a une volonté un peu critique, mais je sais pas, ça a pas marché pour moi quoi. Ça a pas pris. Non, ça a vraiment pas pris. Voilà, après il reste des trucs sympas. Bon. Ouais. Si vous débutez dans l'humour, il y aura des trucs qui vous feront marrer, mais bon. Voilà. C'est un peu déjà vu, quoi. Voilà, c'est du déjà vu. Et on va finir rapidement avec un film que j'ai eu l'honneur d'aller voir. Parce que je me suis dit, il faut y aller. Et je pense clairement, s'il dépasse les 25 000 la semaine prochaine, il va falloir faire quelque chose. Que Radio Rec aura bien fait son travail. Non, enfin, je pense pas parce que je vais pas le conseiller en plus. Bon, bah. Ça s'appelle Beach Slap. Oui, rien donc, que le titre. Voilà, ce qu'on peut traduire littéralement par claque salope.
qui est en fait l'espèce de fessée qu'on donne aux strippeuses aux États-Unis. Voilà, et donc c'est un grindhouse. Qu'est-ce que le grindhouse? Ceux qui connaissent le terme, bon bah c'est bon, mais ceux qui connaissent pas, c'est les films un petit peu pourris des années 70-80 qui passaient à minuit dans les salles. C'est ça, les espèces de films de série B quoi. Comme, voilà, série Z. Hein. Ouais, série Z, ouais. Comme les films de Romero, même si les films de Romero c'est le top du genre. Ouais, voilà. Mais donc voilà, c'est un peu parodique. Voilà, c'est assez ça assume, on va dire, son côté, côté abruti. Son côté déjanté, ouais. Et son côté surtout, t'as des gros nibards. Voilà. Alors là, les niveaux gros nibards, on est servi. Donc si je vous donne le réalisateur, c'est Greg Jacobson avec Julia Vost, Erin Cummings et America Olivo. C'est des nanas qui. Oui. Il y a un onomastique. Oui, il y a un onomastique dans le truc, les habitués comprendront. Donc bah voilà, c'est un grindhouse mini. Alors tu as ce que tu veux, c'est-à-dire que t'as du gros nichon, t'as de la fesse, t'as une scène complètement absurde. En gros, elles traversent le désert. En gros, elles traversent le désert pour aller chercher 200 millions de dollars en diamant à un mec. Déjà, ça c'est absurde. Voilà. Et à travers le désert, elles trouvent une station essence vide, mais avec un seau d'eau. Enfin, avec plein de seaux d'eau. Et genre, elle se balance le seau d'eau comme ça parce qu'il fait super chaud. Et donc, t'as 1 minute 30 de musique avec des nichons qui se prennent de l'eau et la flotte. Et... Enfin voilà. Donc, on a ce qu'on veut, mais en version Grindhouse, il y a beaucoup mieux. Il y a Planète Terror et Boulevard de la Mort qui restent. Donc, Tarantino Rodriguez qui reste pour moi des vrais hommages au genre et pas un espèce de faux truc bizarre comme Beach Lab peut être. Donc, je ne le conseille pas. La Belle, je ne conseille pas. Voilà. Clairement. Par contre, il y avait Course à l'aube court. Oui, Run Beach Run, que je conseille, celui-là qui est trouvable en DVD à la Fnac très facilement, que j'ai vu, qui est très très drôle et pour le coup qui assume son côté un petit peu nunuche et un petit peu nul. Donc c'est toujours plus sympa que de se retrouver avec un film qui est tellement, on va dire qu'il n'a pas assumé son côté parodique. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un mauvais film. Une parodie non assumée, il n'y a rien de pire, je crois, véritablement. Si peut-être la fin dans le monde. Nous passons tout de suite au concours de la semaine. Le concours de la semaine, en partenariat avec le cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand, www.cinéma-lebijou.fr. Et voilà le concours de la semaine que nous allons lancer tout de suite. Donc nous allons parler d'Adieu Berthe. Et bah ça tombe bien, vous avez écouté, vous êtes allé sur la fiche Wikipédia, sur la fiche IMDb. Vous allez pouvoir répondre facilement à la question de la semaine qui vous permet de remporter 2 places pour le cinéma Le Bijou. Et ouais, on est comme ça, nous à Radio Rec. On donne à Noisy-le-Grand, c'est à côté de la mairie, vous savez, de toute façon, il y a des bons films qui passent. Et la question de la semaine, c'est: quelle fut la première récompense qu'a obtenue Bruno Podalides en tant que réalisateur dans sa petite vie de Bruno Podalides? Donc vous avez tout le temps pour répondre, enfin pas tout, non, parce qu'il y a plein de gens qui répondent, donc vous répondez, on a chaque semaine des gagnants, vous croyez pas. Et ben si on le distribue, vous arrivez en des participants. Exactement. En plus c'est la classe, t'arrives au Bijou, tu fais oui bonjour, je voudrais 2 places gratuites avec Radio Rec, et là on t'ouvre la porte et on t'offre un coca gratuitement. Et des souliers. Demander le coca, c'est pas sûr quand même. Donc, je répète la question, quelle fut la première récompense qu'a obtenue Bruno Podalides en tant que réalisateur? 2 places sont à gagner. Vous allez sur le site radio-rec.fr sur la page du Cinébdo du 21 juin 2012. Vous remplissez le formulaire, on vous répond. Vous allez sur Twitter, vous me tweetez la réponse @Robin ROBIN Sourio SOURIAU, c'est mon Twitter, vous pouvez le suivre et m'envoyer toutes vos critiques de films, toutes vos remarques, voilà. Ou vos photos toutes nues. Surtout les photos toutes nues. Donc voilà, c'est les photos toutes nues, j'en veux plein. Et bah c'est fini, ma foi. On a un petit peu débordé. Il n'y aura pas de one shot ce soir parce que ils sont absents. Donc voilà, les gros feignants. Et on va se quitter. Maxime, le mot de la fin peut-être. Le mot de la fin. Fin. Voilà. Avec la musique, je crois, de. Avec la musique, oui, de The Dictator. Oui. En effet, que nous allons mettre, qui était dans la BO et qui est toujours sympa. Voilà. Vous allez reconnaître et on se fait plaisir. Allez, bisous. À bientôt. Et à demain, je crois, pour l'émission Score Plus. Ouais, à demain. Et on va rattraper tout notre retard. Excusez-nous pour tout le retard accumulé, c'est pas de ma faute. Moi non plus. Voilà. Si, c'est un petit peu. Just the rock in the building.
Pharrell in the house. Yes. Live from United States, Brooklyn, New York, it's your boy, Young. The nephews is in the house. As soon as the beat drop, we got the streets locked overseas. A Punjabi MC in the rock. I came to see the mommies in the spot. On the count of 3, drop your body like it's hot. 1, Young, 2, you. 1, 2, 3, Young Hoser. Snake charmer, move your body like a snake, mama. Make me wanna put the snake on ya. I'm on my 8th summer, still hot. Young's the 8th wonder. All I do is get bread, yeah. I take wonder. I take one of your chicks straight from under your armpit. The black Brad Pitt. I'm act till 6 in the AM. All day I'm P-I-M-P. I am simply attached to the track like simply. It's simply good. Young Ho, infinitely hood. OC and you don't stop. Kuja BMC and you don't stop. Nigga NYC and we don't stop. It's the rock. It's the rock. ROC and we don't stop. Kuja BMC and we don't stop. It's your boy Jay-Z and we don't stop. Nigga ROC and we won't stop. Yes, Ma, I ain't gotta tell you, but it's your boy Ho from the US. You just lay down slow. Catch your boy mingling, England, meddling in the Netherlands, checking in daily under aliases. We rebellious, we back home, screaming leave Iraq alone. With all my soldiers in the field, I will wish you safe return, but only love kills war. When will they learn? It's international.